bienvenue à cet atelier sur la sécurité numérique. Cet atelier est fait et proposé par la Fédération CINAV dans le cadre du salon Expo Production. Moi-même, je suis membre de CINAV IT, qui est un syndicat professionnel avec 1000 adhérents et affiliés. Ce sont des entreprises du numérique. Nous sommes impliqués, entre autres, dans la transition du numérique, programme piloté par ATN+, sous convention avec l'État, qui vise à promouvoir le numérique et tout ce qui tourne autour de ce sujet dans les entreprises et plus particulièrement les TPE-PME. J'ai plus de 20 ans de pratique du numérique, de l'informatique, des infrastructures, du logiciel, du développement et aussi de l'open source par définition. Donc ce sont des sujets que je connais, que je pratique au quotidien. J'interviens chez des clients TPE, PME, on va dire jusqu'à 2500 personnes. Les cas de figure sont très variés. On a des problématiques de sécurité, mais aussi des problématiques techniques de fonctionnement des systèmes, parfois qui mènent à des situations un peu critiques jusqu'au juridique. Aujourd'hui, le numérique, il est partout. Vous avez tous plus ou moins un smartphone, une tablette, des PC ou des Mac ou autres. L'équipement va évoluer au niveau de l'automobile. On le voit, les voitures embarquent de plus en plus de numérique avec des équipements connectés via smartphone, via tablette. Les constructeurs le proposent maintenant. L'électroménager, la domotique, on y reviendra. Le numérique est vraiment partout. On ne va plus pouvoir s'en passer. On ne pourra plus faire sans. C'est fini, définitivement. Les personnes qui souhaiteront ne pas utiliser le numérique, elles se verront isolées, ça c'est clair. Donc le numérique, c'est aussi un ensemble d'écosystèmes. Vous les connaissez, tous plus ou moins. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des bases pour comprendre ce qu'est le numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est aussi beaucoup de systèmes qui sont dans le cloud. Ça, vous en avez entendu parler. Internet, le cloud, l'un va avec l'autre, pas forcément l'autre. Il y a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, les applications en mode SaaS, donc hébergées chez des prestataires, font partie de ces plateformes qui sont externalisées. On utilise de plus en plus ces outils, on utilise de plus en plus ces plateformes pour différentes raisons, pour entre autres échanger des données. Rester en contact avec des personnes via les réseaux sociaux. Donc, on va diffuser, on va collecter aussi de l'information qui vont être plus ou moins sensibles. Du coup, ça représente une démultiplication des vecteurs d'attaque, donc des facteurs de risque. Cyberattaque, cyberespionnage, escroquerie. On en a entendu parler puisque pas plus tard que début de semaine, la presse a annoncé, les médias ont annoncé que le groupe Michelin avait subi une escroquerie au président pour un coût d'1,5 million d'euros. Juste pour mieux appréhender où est le problème. Parce que ça, à la finale, ça touche au porte-monnaie. Grosso modo, les escroqueries au président coûtent 250 millions d'euros par an en France. Donc une petite PME qui se ferait escroquer de 1000 ou 2000 euros, ça fait peut-être pas forcément très mal. Et voilà. Donc demain, le numérique, c'est ça. C'est vous, en tant qu'individu, qui aurez eu à utiliser dans le cadre privé et dans le cadre professionnel des outils numériques, des services numériques, des plateformes numériques. On le voit avec les avancées, les évolutions de l'administration qui vont de plus en plus tendre vers une utilisation des outils numériques pour demander un passeport. Ça a été dit là, ces jours-ci, dans les annonces au niveau des médias. Donc c'est une tendance forte, elle est durable. Le numérique est partout pour tous, avec une forte mixité usage privé ou professionnel. Pour des personnes qui ont leur propre entreprise, leur propre structure, elles recrutent aujourd'hui des jeunes. De plus en plus, elles voient arriver ces jeunes avec leurs propres équipements. C'est ce qu'on appelle la biode.
Seulement, ça pose des problèmes de sécurité également parce que y a un mélange des genres, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Si c'est bien fait, si c'est bien géré, ça peut l'être. On peut régler les problèmes. Donc l'entreprise, c'est un acteur économique qui devient l'entreprise numérique. Une défaillance du système suite à une cyberattaque, ça peut être une défaillance de l'entreprise. Il peut y avoir des données erronées, ça peut être ça, mais ça peut être aussi fuite ou vol d'informations. Un collaborateur qui s'en va part avec des informations. Comment régler ce problème-là? Comment l'éviter surtout? Il faut éviter la mise en péril de l'entreprise. Le numérique étant un outil indispensable pour le fonctionnement de celle-ci. Aujourd'hui, on gère relativement bien tout ce qui est sauvegarde de données, tout ce qui est problématique de virus et autres. Et encore, vu ce que je vois quand j'interviens dans des entreprises, des fois, ça laisse à se poser des questions. Donc le dirigeant de l'entreprise et ses collaborateurs, responsables, ses associés, vont être des pilotes. Mais comme ils n'ont pas forcément la compétence, ils vont devoir déléguer. Donc il va falloir garder aussi un œil assez attentif sur le sujet. Parce que la délégation, c'est bien, c'est donner de la confiance. Mais la confiance, elle doit s'accompagner d'un certain nombre de choses. Et elle doit être de toute façon limitée parce que le dirigeant d'entreprise ne peut pas avoir une confiance à 100% quand il délègue, par exemple, à un prestataire, quel qu'il soit. Il faut toujours qu'il garde un œil sur ces problématiques-là. Vu que le sujet est transverse, vu que l'utilisation est transverse, vu l'importance que ça a dans le fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui, que ce soit des entreprises industrielles, des entreprises commerciales ou des entreprises de services, avec une connotation plus ou moins forte au niveau de l'humain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humain est très important sur le risque numérique. Donc la stratégie, c'est de renforcer l'existant. La gestion du parc est extrêmement importante pour régler les problématiques de sécurité numérique, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est une des réponses, une des premières réponses, avec la vérification des outils en place. Donc j'entends par là les mises à jour. Si vous avez un parc informatique aujourd'hui qui date des années début 2000, pour exagérer, d'un point de vue sécuritaire, vous avez un problème. Le pirate, le hacker, comme on l'entend dans les médias, ce qu'il cherche à faire, c'est à utiliser les failles de sécurité. Donc j'entends par là les produits qui seraient susceptibles d'être défaillants, que vous allez utiliser. Donc d'une certaine manière, il va se renseigner sur votre société, il va faire de l'ingénierie sociale, il va se renseigner sur qui fait quoi, comment, pourquoi, etc. Donc il va utiliser les réseaux sociaux. Il va essayer d'infecter votre système, d'y voler des informations, ou pire, de vous escroquer de plusieurs milliers d'euros, centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Donc tout ça doit être bien appréhendé et il faut vraiment mettre en place des processus. Donc c'est de l'organisationnel, c'est plus du technique. Et donc du coup, c'est de l'humain pour gérer la sécurité numérique, qui va de pair naturellement avec la sécurité des biens et des personnes au sein de l'entreprise. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait de façon cohérente, adaptée à la taille de la structure, naturellement. On ne met pas en place une sécurité numérique de la même manière dans une structure de 2500 collaborateurs que dans une structure où il y en a 10. On ne fait pas la même chose, on adapte. Il faudra aussi, pour le dirigeant, ou tout du moins la personne en charge de ce rôle-là, faire de la veille. C'est très important parce que le risque numérique, il évolue tous les jours. Tous les jours, il y a des failles qui sont découvertes, de nouveaux virus, de nouvelles attaques, de nouvelles escroqueries, de nouveaux outils pour faire de l'intelligence économique, donc surveiller ce que vous faites. Vos concurrents utilisent ces outils-là, éventuellement, je dis bien éventuellement, dans le respect de la légalité, bien sûr. Je ne suis pas juriste, mais ça reste dans le respect de la légalité. Donc il faut anticiper.
L'action de veille, c'est utile, et je dirais même c'est nécessaire. Donc il y a ce travail-là à faire au quotidien. Dans une certaine mesure, ce n'est pas un gros travail, mais il faut quand même suivre ce qui se passe. Donc les sociétés, les entreprises qui sont assez importantes ont un responsable informatique, un RSI, voire un DSI ou un DOSI. Dans certains cas, il va y avoir un RSSI pour des grosses structures où le responsable informatique va faire office de RSSI, va s'occuper des problématiques de sécurité. Donc il faut vraiment être vigilant et faire ce travail de veille, et il doit l'être au niveau de ces personnes, parce qu'on ne peut pas confier à n'importe qui cela. Donc je répète, d'un point de vue opérationnel, la gestion de parc, c'est extrêmement important. Mise à jour, les outils de sécurité, la surveillance, le monitoring, l'entretien du parc aussi. C'est pas anodin ce que je dis là. Mais la plupart du temps, vous avez des équipements qui sont un petit peu sur la sellette parce que c'est pas suivi, s'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de pilotage du parc informatique. Donc dans une structure importante, en général, il y a du monde qui s'occupe de ça. Mais dans une structure plus petite, ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment travailler sur cet aspect-là en faisant appel à des professionnels en interne ou en externe. Et ne pas hésiter à utiliser des gens en externe. Donc les processus organisationnels que vous allez mettre en place, c'est pas quelque chose de forcément très complexe, mais ça fait partie de la gestion du parc. Vous allez mettre en place un certain nombre de procédures organisationnelles sur les mots de passe, sur la politique de sécurité, la politique des accès. Et vous allez avoir un certain nombre de choses que vous allez faire évoluer par rapport à ça tout au long de la vie de votre système d'information, de votre parc informatique, de vos équipements. Alors naturellement, les équipements, on les garde un certain temps, on les renouvelle. Ça veut dire qu'on revoit la stratégie de sécurité à ce moment-là. Mais pas que. Une faille est découverte, d'où l'intérêt de faire de la veille. On revoit les stratégies de sécurité pour justement répondre à ce risque-là, mais aussi faire évoluer le système, faire évoluer l'organisation pour pouvoir anticiper sur le risque. Le risque numérique, demain, moi je ne peux pas vous dire, je ne suis pas dans la possibilité de vous dire quel il sera en termes d'attaque, quelle application, quel système sera défaillant. C'est impossible. Les failles de sécurité sont découvertes au fil du jour. Vous avez des alertes, vous avez des outils qui existent. Il faut suivre, c'est un certain travail. Grosso modo, aujourd'hui, il reste à peu près un quart à un tiers des serveurs qui sont encore soumis à la Fireblade, donc qui n'ont pas été mis à jour. Si vous êtes e-commerçant, les problématiques liées à Heartblade sont importantes parce que ça va impacter votre système de paiement. Donc vous pouvez avoir des paiements frauduleux. C'est pas anodin. Parce qu'il y a un défaut d'authentification de la personne qui commande, qui achète et qui paye. Voilà. Au niveau des autres failles de sécurité, vous pouvez très bien avoir un système à jour qui embarque une faille de sécurité qui n'a pas encore été divulguée et qui le sera demain, après-demain, dans 8 jours, dans 15 jours, dans 1 mois. Donc les systèmes informatiques, les systèmes numériques figés, ça n'existe pas, ou tout du moins, ça ne doit plus exister. Un système numérique doit évoluer. Vous avez tous des smartphones, plus ou moins. Qui a un antivirus sur son smartphone? Bon. Voilà. Mettez un antivirus sur votre smartphone. Déjà, pour commencer. Il en existe des gratuits. Ne rêvez pas, les systèmes numériques, il n'y en a aucun qui soit 100% infaillible. Ça n'existe pas. Les constructeurs qui disent « mon système est fiable à 100%, il n'y a pas de virus possible », c'est faux. Je ne cible personne. Donc, on doit se protéger
on doit s'équiper d'outils, on doit les superviser, les monitorer. Dans certains cas, vous devrez faire appel à des professionnels en interne, comme je l'ai déjà dit, mais aussi en externe. Parce que vous aurez besoin de ressources plus ou moins ponctuelles pour pouvoir le faire. Et il ne faut pas avoir peur de demander conseil à un professionnel indépendant, pas forcément moi, mais quelqu'un d'avisé. D'un point de vue technique, il y a des gens plus compétents que moi sur le sujet, ça c'est clair. Après, sur la maîtrise du risque dans sa globalité, vous ne pourrez pas vous-même tout maîtriser. Vous avez aussi vos activités, votre business, vos affaires à faire. Et ça, c'est très important. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, déléguer. Ce n'est pas anodin. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quels seraient les points vraiment essentiels, ou en tout cas les points prioritaires que vous feriez lors d'une analyse de risque? Alors, les premières choses à vérifier, c'est déjà l'homogénéité du parc. Si le parc informatique, quelle que soit sa taille et quels que soient les équipements qui l'intègrent, sont bel et bien à jour, up-to-date, comme on dit en termes consacrés. Alors, c'est un peu technique, mais c'est très important. Parce que vous avez des constructeurs qui proposent un certain nombre de correctifs au quotidien, pour ne pas dire tous les jours. Et les premiers éléments de réponse au risque numérique, c'est d'avoir un parc qui est à jour. C'est aussi l'entretien du parc. Le risque numérique, c'est pas que les cyberattaques, c'est pas que l'escroquerie, c'est aussi tout le volet sauvegarde, protection contre les virus, bien sûr, mais sauvegarde soit en interne, soit en externe, hein, peu importe. Mais vous avez énormément d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas de sauvegarde de données ou de sauvegarde de données adaptées à leurs besoins. Il y a quand même des éléments très importants sur ce risque-là à apporter. Il y a des sociétés en France qui fournissent des solutions adaptées à chacun des cas. Il n'y a pas que des éditeurs français, il y a aussi des éditeurs internationaux, des prestataires de services. Il y a des solutions adaptées aussi par rapport à des problématiques budgétaires. Parce que, bon, bah, clairement, quand on est tout seul, moi c'est mon cas, hein, je n'ai pas la même sauvegarde qu'un Areva ou un Total. Je n'ai pas les moyens pour. Par contre, j'ai une solution qui est adaptée à mes propres besoins. Alors naturellement, il y a des considérations, on va dire, juridico-techniques à avoir, comme le préconise la CNIL. Ça, c'est très important. La CNIL diffuse des guides. L'ANSSI aussi diffuse des guides. Donc, je vous invite à vous référer à ces sites-là. Ce n'est pas forcément très complexe. C'est des préconisations. C'est des guides de vulgarisation qui sont adaptés à un public assez large, justement pour mieux appréhender le risque numérique, mieux comprendre ce qu'est le risque numérique, les problématiques de cyberattaque, mais aussi les problématiques de conservation de données, de protection des données. Clairement, en fonction de la criticité des données, on va sécuriser de plus ou celle-ci plus ou moins fortement. Oui ? Alors, qu'est-ce que je préconise plus particulièrement pour un indépendant? À quel niveau? Au niveau sauvegarde? Par exemple, j'ai essayé à plusieurs reprises de mettre un antivirus. Ça n'a jamais voulu fonctionner dans mon téléphone. Alors, et l'ordinateur, je sais que j'ai des intrus, je n'y arrive pas. Ouais. Voilà. Là, c'est une problématique purement d'usage. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, utiliser, c'est bien. Il faut savoir l'utiliser. Après, il faut aussi, pour pouvoir savoir l'utiliser, avoir la connaissance. Donc il faut se former. Et puis il faut se faire aussi accompagner par un professionnel. Vous avez des prestataires qui proposent un accompagnement pour des indépendants, pour des sociétés plus importantes. Après, les problématiques de mise à jour des smartphones ou des équipements comme les PC sous Windows ou d'autres systèmes, c'est aussi une problématique d'usage. Mettre un antivirus sur un smartphone, c'est relativement simple, mais vous n'avez pas l'usage. Donc, vous n'avez pas la connaissance. Donc, c'est pour ça que vous êtes embêté pour le faire. Après, il peut y avoir une problématique technique, mais qui va être particulière à votre situation à vous.
Donc là, il faudra faire appel à un professionnel pour débloquer le souci. Pour le téléphone, pour être clair, la personne qui l'avait mis sur le sien n'a eu aucun problème, mais sur le mien, il y a eu un problème. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Est-ce que votre téléphone est à jour? Je suppose que oui. Oui, c'est automatiquement. Bon. Oui. Après, c'est pas que cette problématique-là. C'est tout bête, mais par exemple, sur un smartphone Android, quelle que soit la version, si vous n'avez pas un compte Google, vous n'installerez rien dessus. Tout bêtement. Donc il faut avoir un compte Google pour avoir accès au Play Store, comme sur un iPhone d'ailleurs, et comme d'ailleurs sur un Windows Mobile. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de contraintes d'usage, parce que là on est complètement dans la contrainte d'usage. Après, il peut y avoir des considérations techniques. Je ne dis pas que votre téléphone n'a pas de problème. Ce que je dis, c'est que c'est un cas qui est spécifique pour vous. Dans ces cas-là, il faut faire appel à un professionnel qui va vous donner les premières préconisations, éventuellement vous assister pour régler le problème et faire en sorte que vous puissiez utiliser votre téléphone. Et vraiment en dernier recours, si vraiment ça ne fonctionne pas, aujourd'hui, vu le prix d'un téléphone avec les renouvellements chez les opérateurs et autres, vous embêtez pas, hein. Changez-le, c'est le plus simple. Oui, bonjour. Vous Bonjour. parlez de la sauvegarde des données, qu'on soit indépendant ou personnel. Aujourd'hui, un grand nombre de solutions en ligne, des drives, quelque chose, existent. Oui. Pour stocker ces données, quelle garantie, parce que j'ai essayé de lire les conditions générales, hein, quelle garantie on peut avoir sur ces systèmes en ligne que nos données ne seront pas utilisées, diffusées à quelqu'un d'autre, n'y aura pas accès, hein, tous les systèmes quelque chose box, quelque chose drive, vous voyez à quoi je fais référence. Alors, si vous utilisez un service sans le nommer qui est outre-Atlantique, le stockage, par définition, il sera plutôt outre-Atlantique. Donc, compte tenu des législations qui existent dans ces pays-là ou dans ce pays-là, il y aura une problématique pour la confidentialité de vos données. Si vous utilisez un service basé en France ou en Europe, à la rigueur, ces services-là sont soumis à des réglementations qui sont communes au niveau de l'Europe, des prescriptions qui sont faites par les 29 CNIL qui existent en Europe, qui sont communes. Hein. Grosso modo, il n'y a pas trop d'écart juridique de ce côté-là à ma connaissance, même si moi, je ne suis pas juriste, mais je suis le sujet de près, forcément. Le principe, c'est plutôt d'utiliser un service en France ou à défaut en Europe, d'éviter d'utiliser un service qui est sur un autre continent, même s'il apporte un certain nombre de choses au niveau fonctionnel. Je comprends, oui, c'est super, ouais, partager des photos, c'est génial, ouais. Seulement, vous ne savez pas où c'est stocké. Si vous gérez des données professionnelles un petit peu sensibles, ça peut être délicat. Faut faire attention, il faut être vigilant là-dessus. Vous fermez le compte, pour certains services, les données, ils les gardent. Hein. Soyons bien clairs, leur CGV, leur CGU, ils gardent les données. Hein. Et après, ils font ce qu'ils en veulent. Hein. Que vous ayez un compte premium ou pas, peu importe. Là, soyons bien clairs. Alors après, ça peut partir dans tous les sens. Je prends l'exemple de la faille de sécurité, de l'attaque qu'il y a eu visant un certain nombre de Starnet, ça a été assez récent. Là aussi, c'est une problématique de stockage en ligne de données personnelles, des photos, en plus des photos nues. Bon, c'est un peu délicat. Après, c'est leur problème pour ces personnes, mais seulement, comme la sécurité au niveau de ces services-là est quelque chose de relativement faible, du coup, les pirates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été malins, hein, ils ont fait un peu d'ingénierie sociale. Donc on a utilisé le nom du chien, le nom du petit dernier, le nom de la grand-mère, parce que forcément, c'est des données qui sont publiques. Donc un mot de passe, c'est pas compliqué. Un mot de passe, plus il est long, plus il est complexe, mieux c'est. Il faut qu'il soit compréhensible pour vous, mais pour personne d'autre. Donc par exemple, vous allez additionner un certain nombre de valeurs, d'informations qui vont générer un mot de passe. Alors c'est vrai, aujourd'hui on gère un certain nombre d'accès, de sites internet, de comptes de messagerie, on les multiplie
à loisir. Moi, je ne vous donne pas le nombre de comptes de messagerie que je gère, mais j'en ai quand même quelques-uns. Gérer ça, c'est un peu compliqué. Avoir un seul mot de passe pour tous ces comptes-là, c'est un peu dangereux. J'irais même très. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut individualiser les mots de passe. Ah oui, mais comment on fait pour ensuite gérer ces mots de passe-là au niveau organisationnel ? Eh ben, on les note. Alors, on est tout seul, on a son bureau à la maison, on va les noter sur un petit carnet papier. C'est tout bête. On en reste à ça. Le numérique, c'est pas que du tout numérique. Il faut arrêter de vouloir faire du numérique à 100%. Je suis venu ici, ma présentation, j'étais pas sûr d'avoir accès à mes notes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une petite copie papier de mes notes. C'est tout simple. Ça m'a pris 10 minutes. Donc, je reviens aux mots de passe. Les mots de passe, on les note sur un carnet. Et puis, si vraiment on en gère de trop, parce que moi, les carnets, il y a longtemps que je ne gère plus ça dans un carnet, eh ben, on utilise un logiciel de gestion des mots de passe. On va pouvoir générer des mots de passe de la longueur que l'on souhaite. Par exemple, une clé Wi-Fi à 63 caractères, aléatoire, avec des caractères complexes, alphanumériques, des arrobas, des accolades, etc. Je suis à peu près certain que la plupart utilisaient des outils type Box grand public chez des fournisseurs d'accès français. Pour beaucoup, il y a beaucoup de TPE, PME qui sont équipés avec une box de grands opérateurs, pour ne pas dire d'opérateurs alternatifs. La clé Wi-Fi, vous l'avez changée, ne serait-ce qu'une fois ? Non ? Bon, tout ça, ça doit être pris en compte. Alors, ce n'est pas en 45 minutes qu'on peut évoquer toutes les problématiques qui sont liées à la sécurité et au numérique, parce que c'est un sujet qui est très transverse, comme le numérique au demeurant d'ailleurs. Il faut de la connaissance, il faut acquérir cette connaissance et il faut surtout acquérir l'usage. Donc, vous avez des outils de formation qui existent, vous avez un certain nombre de plateformes qui fournissent des formations sur le numérique au sens large. Certaines sont même gratuites, certaines ressources sont gratuites. Donc il faut chercher un peu et puis on les trouve et après on y accède, on les consulte, on utilise, on exploite ces ressources-là et on monte en compétences. Ne rêvez pas, vous ne maîtriserez pas toutes les accessories de votre équipement numérique au sens large, donc ordinateur, tablette, smartphone, box et TV connectée et autres, en un claquement de doigts comme ça. Hein. C'est pas possible. Donc c'est une question d'usage. C'est comme le vélo, on monte dessus, on apprend, on prend un premier gadin, on ramasse. On s'est chopé un virus, etc. On fait appel à un professionnel qui va venir nous régler le problème. S'il fait bien son boulot, il va vous dire attention, faites ça régulièrement, faites ceci, faites cela. Donc naturellement, ne jamais faire confiance à 100% à l'outil. Et pour cause, parce que l'outil peut être très bon à un instant T, et puis à un instant T plus N, être très mauvais. Donc il faut être vigilant, il faut avoir l'œil. D'autres questions ? Oui, on peut être tranquille sans numérique. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous passer du numérique. Non, moi aussi, des fois, j'aimerais bien... Bon, je coupe tout, hein. Ça m'arrive. Hein. Je passe la journée entière, je ne fais pas d'informatique, je ne fais pas d'Internet, le téléphone est posé, etc. Il faut savoir se déconnecter aussi. Il y a une chanson qui passe en ce moment sur ce sujet-là, qu'on entend sur certaines radios. Mais on ne peut plus s'en passer parce que de toute façon, c'est clairement une tendance très massive, très forte. Alors, on aurait tendance à croire que dans certains pays, de l'autre côté de l'Atlantique, pour ne pas le citer, ils sont très modernes, très en avance sur le numérique, etc. C'est faux. Dans les grandes villes, oui. Dans des régions, des zones géographiquement plus reculées ou plus isolées, c'est pas forcément vrai. Sur la présence du numérique dans les différentes régions d'Europe, du monde, etc., en fait, les pays européens sont largement en avance.
Grosso modo, en France, on doit être à plus de 60-70% de couverture de réseau ADSL, bas débit. On est un petit peu plus faible au niveau du haut débit, mais ça va se décanter parce qu'il y a de nouvelles évolutions. Donc, après, derrière, comme les Français sont assez friands de nouvelles technologies, etc., au niveau grand public, forcément, on va avoir une très forte poussée des usages dans les mois et années qui viennent. Du coup, au niveau des entreprises aussi, et on en a besoin, parce que c'est un facteur de productivité, c'est un facteur de gain de temps, c'est un vecteur de communication, d'échange. Imaginez, il y a 100 ans en arrière, vous aviez une offre, vous répondiez, vous receviez l'offre par papier, vous répondiez par papier, par la poste, ça mettait X jours. Aujourd'hui, c'est un aller-retour par mail, et encore. J'exagère parce que bon, il faut le temps de traiter l'offre. Mais il n'empêche, on va gagner du temps, on est plus réactif quand on travaille bien sûr. Parce que l'outil numérique, attention, hein, ne rêvons pas. Là, je déborde, mais ce n'est pas l'outil qui va apporter toutes les solutions. Ça, c'est faux. L'outil numérique, c'est un moyen. Ça apporte des solutions. Après, il faut s'organiser pour l'utiliser correctement. Et donc, du coup, comme la sécurité est un aspect important, il faut s'organiser pour avoir la bonne sécurité, pour pouvoir travailler correctement, dans de bonnes conditions. Vous avez des structures qui sont très équipées d'un point de vue numérique et qui n'ont pas de problème de sécurité parce que dès le départ, elles se sont organisées pour ne pas les avoir. Donc ce sont par exemple pour des TPE, PME, les collaborateurs qui gèrent les mises à jour, toutes les fonctionnalités basiques de gestion de parc, c'est le collaborateur qui gère. C'est tout bête. À partir du moment que le collaborateur sait mettre à jour son système pour les logiciels qu'il utilise, il n'y a pas de problème. C'est un gain de temps pour tout le monde. C'est formidable quand ça se fait comme ça. L'utilisateur est responsable. Il est responsable de sa machine. Du coup, il se sent valorisé. Parce qu'il a une nouvelle fonction, et ainsi de suite. Et donc après, au niveau fonctionnement, au niveau de l'entreprise, on a moins de problèmes. On a moins de problèmes de fonctionnement des outils, d'utilisation des outils. Les utilisateurs comprennent mieux certaines problématiques, se posent un peu moins de questions existentielles, et puis font un peu plus les choses mécaniquement. Et puis après, ça va tout seul. Et pas forcément des gens qui sont des férules de micro-informatique et qui font des macros sous Excel. Hein. Ne rêvons pas. Hein. En termes d'usage, aujourd'hui, on a 90% des utilisateurs individuels qui principalement ont une tablette ou un ordinateur pour aller sur le net, au niveau usage individuel, hein, pas grand public. Très peu utilisent des services évolués au niveau grand public. Alors la pub, Netflix et autres qu'on voit passer aujourd'hui, c'est des nouveautés. Ça va forcément attirer l'attention. Les gens vont s'y intéresser. Les premiers venus vont arriver, ils vont essuyer un peu les plâtres et puis après ça va se mettre en place. Mais l'usage reste limité au web principalement. En entreprise, on est sur des usages de type bureautique. Ensuite, sur des structures un peu plus importantes, on va avoir de la CRM, des applications SaaS pour la paye, les RH. On va avoir des applications un peu plus techniques dans certains cas, sur des bureaux d'études, sur des sociétés qui travaillent dans le secteur du bâtiment, etc., etc., etc. Mais ça reste marginal par rapport à la grosse majorité des usages. Beaucoup d'usages bureautiques. Et au contraire, on pourrait pousser les usages sur le technique, sur la production, la CAO, l'impression en 3D, etc. Il y a du potentiel de ce côté-là. Question? Non? Pas de questions? Alors, il y a un espace qui est juste derrière. On peut s'y retrouver, je vous y attends. Si vous avez des questions, plus en aparté, ou des problématiques à évoquer, je suis à votre disposition. On a grosso modo une grosse demi-heure, 35 minutes. Et il y a un verre, vous êtes cordialement invités. Voilà. Merci et bonne soirée. Au revoir.